Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Je suis de retour de vacances. Est-ce que des choses ont changé? Oui, non, oui, j'ai des nouvelles lunettes. On voit encore plus que j'ai des cernes. J'espère que toutes les vidéos qui ont été publiées ces 2 dernières semaines vous ont plu. J'étais pas là. C'était des vieilles vidéos, il y en a certaines, je les ai tournées genre il y a 2 mois, d'accord? Pour vous contextualiser un peu le truc. Parce que je pense que cette vidéo va sortir juste après une vidéo qui parle de Shadow Dark. Alors que là, on va parler d'un autre jeu, donc ça peut vous sembler bizarre que dans la vidéo juste avant, je vous dise Shadow Dark, vraiment un jeu que je surkiffe, et là, je parle tout de suite d'un autre jeu. Ça veut dire qu'il y a un décalage spatio-temporel, et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de Fantasy World. Fantasy World, c'est un jeu powered by the Apocalypse, pour jouer de la fantasy, de l'aventure et du drame. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai envie de le tester, évidemment. Au sortir de la Shadow March, donc toutes les vidéos que vous pouvez aller voir sur la campagne Shadow March, la saison 1 de la Shadow March, je me disais, je vais enchaîner tout de suite sur une saison 2, et en fait, le fait de passer des vacances, vous voyez, ça fait réfléchir un petit peu. J'ai un peu envie de quelque chose d'un peu plus frais avant de me relancer sur une deuxième saison de Shadow March. C'est certain que je referai parce que l'organisation en table ouverte, ça m'a vraiment vachement plu. S'il y a un truc que je devais retenir, c'est vraiment ça, c'est la facilité d'organisation des parties. Néanmoins, là, il me manquait ce petit truc d'intrigue un petit peu plus personnel, un petit peu plus drame, etc. Et c'est pour ça qu'on va parler de Fantasy World. Donc Fantasy World, qu'est-ce que c'est? Alors sur la chaîne, on a déjà parlé de Dungeon World. Fantasy World, on pourrait se dire, c'est un peu la même chose. C'est un jeu powered by the Apocalypse pour jouer des aventures, comme dans Dungeon World, et de la fantasy. Sauf que, si on regarde comment il nous dit ça, le jeu, il nous dit qu'on est là pour jouer de la dramatic fantasy adventuring. Et donc du coup, c'est un petit peu différent de Dungeon World. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeux powered by the Apocalypse, ils dérivent du jeu Apocalypse World que je n'ai ni lu ni joué. Je vais pas faire des recherches archéologiques pour vous dire, oui, j'ai lu les premiers jeux de rôle, etc. Non, moi je suis d'une génération qui a suivi, d'accord? Deux jeux ont un peu une même origine. Le PBTA, ça vient de Apocalypse World. Mais Apocalypse World, de ce que j'ai compris, c'est un jeu qui se concentre plutôt sur la narration, d'une part, le développement des personnages, d'autre part, les relations des personnages entre eux, l'évolution des personnages dans leur rapport au monde, dans leur relation avec le groupe, etc. Dungeon World, donc c'est un jeu qui a hacké, entre guillemets, Apocalypse World, mais en important beaucoup de trucs de D&D, peut-être dans une ambition justement d'essayer d'embarquer plus de gens dans cette tendance Apocalypse World, leur faire découvrir sans trop les dépayser, etc., etc. Ce qui est certain, c'est qu'au final, Dungeon World, il ressort avec une expérience de jeu, un ressenti qui, d'après ceux qui ont joué à Apocalypse World, parce qu'encore une fois, je n'y ai pas joué, est assez différent. Et c'est vrai que, voilà, je vais pas faire genre, j'ai joué aux deux et du coup, non, ce n'est pas un digne héritier d'Apocalypse World et tout. Non, non. Mais c'est vrai que quand j'ai joué à Dungeon World, moi-même, j'ai pu ressentir une sorte de cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en même temps, tous les concepts qu'il apportait permettaient de libérer pas mal de manières d'aborder les scènes pour s'éloigner d'un pan tactique. On pourrait retrouver par exemple dans Shadow Dark. Justement, Shadow Dark, il y a un petit pan tactique. Parce que dans Dungeon World, on avait toujours cette gestion de ressources, on a des gear slots, on a des limitations, il me semble, des sorts qu'on peut lancer. Alors, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites sur Dungeon World. Moi, je vous fais ça de mémoire. Si vous jouez en ce moment à Dungeon World, vous allez peut-être vous rendre compte que je disais conneries, j'y ai pas joué depuis 50 000 ans. Mais bref. Il me semblait qu'on traquait bien le nombre de sorts qu'on pouvait lancer. On avait des points de vie, des points de dégâts, des moves un peu, genre voilà, pour faire plus de dégâts, tout ça. Bref, Dungeon World, il venait vraiment déjà avec un gros pan action qui vient de Donjons & Dragons. Beaucoup de moves étaient liés à l'action. Il me semble même qu'il revenait avec les caractéristiques notées sur 20, tirées aléatoirement. Même un peu du Donjon Dragon un peu old school, et donc on conservait voilà des trucs de dungeon crawl, etc., tout ça. Ce que je ne rejette pas, mais en fait j'ai pas tellement envie d'utiliser un jeu powered by the Apocalypse pour faire ça. Justement, j'irai vers mon fameux Shadow Dark dont on a parlé en long et en large. Et donc en fait, pour faire vraiment des histoires de fantasy, vous voyez quelque chose un peu plus où on va plus s'intéresser à nos émotions qu'à nos choix tactiques, jouer des dialogues, la conversation, le voyage, peut-être un peu des trucs un peu contemplatifs, un peu plus épiques, on va partir dans tous les sens et tout. Là, je me dirigerai plutôt vers, du coup, le Fantasy World dont on va parler aujourd'hui. Et j'y ai pas encore joué, donc c'est assez difficile d'en parler en long et en large. On va regarder un petit peu des trucs dans le bouquin et tout. Qu'est-ce qui fait la différence avec Dungeon World? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'essayer d'y jouer? Quel truc sympa j'ai pu voir après une première lecture? Donc du coup, Dramatic Fantasy Adventuring, ils nous disent. Ce qu'on nous explique, c'est que ça parle surtout de personal conflicts, internes et externes, des conflits personnels internes et externes. Donc on va essayer de surmonter des conflits qu'on a
avec les autres et avec nous-mêmes. Le fait qu'ils en parlent en premier, de ce côté personal conflict, c'est assez différent que de partir tout de suite sur de l'exploration et surmonter des dangers, vous voyez. Ici, on essaie de résoudre plutôt des conflits. Et donc, on nous dit que les liens sociaux vont être importants, que le fait de devoir faire face aux conséquences de nos actions, à une forme de moralité, etc., ça va être important. Dans les autres concepts qu'on nous présente immédiatement, il y a la fellowship, qui est un truc très intéressant, on va aller voir ça tout de suite. J'aime beaucoup, parce que ça formalise, comme souvent les jeux Powered by the Apocalypse le font, ça formalise des trucs qu'on fait un peu plus au doigt mouillé dans d'autres jeux. Et le fait de le formaliser, c'est cool parce que quand vous allez retourner à d'autres jeux, vous aurez cette idée en tête et vous pourrez même l'importer sans que ce soit forcément un truc très mécanique. Lorsque vous allez lancer une partie, votre première partie de Fantasy World, vous allez avancer en plusieurs phases, en commençant par le world building qui va pas être hyper long, mais vous le faites bien en première partie avec les autres. On y reviendra. Ensuite, vous allez faire une communauté, donc une fellowship, et ensuite vous allez créer des personnages. Et c'est intéressant que la fellowship passe avant la communauté parce que ça recoupe un petit peu avec des trucs. Je vous disais, c'est que moi je pense que dans la création de personnages, il faut vraiment prendre en compte le groupe et que le groupe c'est hyper important. Et là ils mettent le doigt dessus et ils nous proposent des archétypes de groupe. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à Dungeon World qui va plus partir du principe que vous êtes des aventuriers et que vous restez ensemble pour X ou Y raison, parce que c'est pratique, mais qui vous donne pas vraiment des outils pour. Et je me souviens de ma première partie de Dungeon World où d'ailleurs très très vite, comme en plus on a le concept d'alignement qui a été importé dans The Dungeon World et qui est un concept que j'aime pas tellement, même s'il y a dans Shadow Dark on le joue pas vraiment perso. Là dans Dungeon World, les alignements, non seulement c'est importé, mais en plus ça a un impact un peu sur la manière dont vous gagnez de l'expérience. Du coup, très vite, on a commencé à jouer et il y a deux personnages qui voulaient se taper dessus et genre, je sais pas, ça m'a saoulé, je vais pas vous le cacher. Surtout que Dungeon World, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui supporte particulièrement la traîtrise, les jeux d'intrigue, les coups dans le dos, etc. Là, dans Fantasy World, voilà, on nous donne un outil et donc on nous propose 4 archétypes de groupe que je trouve bien foutus. On en a 2 qui sont locaux, vous voyez ici c'est écrit local, et on en a 2 qui sont wandering. Donc les 2 locaux, les 2 types de communautés locales, c'est les shields et les knives. Donc les shields, ça va être, on joue un groupe de personnes qui défend un endroit. Ça peut être un village, une cité, peut-être même une petite région. En tout cas, c'est un endroit assez spécifique. Et ils vont essayer d'aider les gens, quoi. Donc ça, on nous donne des exemples, ça peut être des parangons, donc c'est plutôt des simples citoyens qui essayent de protéger les gens. Ils peuvent faire partie de l'autorité, ils peuvent être des sortes de vigilantes, donc des vengeurs autoproclamés, vous voyez, un peu comme les héros de la rue, quoi. Grosso modo, on va défendre les intérêts d'une catégorie de personnes dans un endroit, plus ou moins avec un drapeau ou secrètement, etc. Mais on est des défenseurs locaux, quoi. Ensuite, on a les knives. Bah, c'est pareil, on est toujours dans un truc local, sauf que cette fois-ci, on est plutôt dans les trucs un peu sombres, un peu brossons, genre ouais, je suis un ruffian. Bien des shadows, donc des assassins, des spécialistes qu'on achète pour accomplir certaines missions, ou on peut être des rebelles qui essayent de renverser le statu quo, etc. En tout cas, on est un peu plus dans l'illégalité, on est moins des héros. Peut-être que quand on est un rebelle, on peut être un héros, vous voyez. En tout cas, on n'est peut-être pas considéré comme tel. Donc ça, c'est les locaux. Donc on voit qu'il y a un pendant un peu plus épique, héroïque, direct, si on prend les shields en local, et un truc un peu plus dark, gris, je dirais, si on prend les knives, voilà. Et ensuite, si on est en wandering, on peut être soit les hearts, donc les cœurs. Donc là, on est plutôt sur la grande quête. Donc les wandering, c'est ceux qui se déplacent. On n'est plus attaché à une localité, on va plus jouer des voyages. Et les hearts, eux, c'est plutôt ceux qui sont dans la grande quête. Donc peut-être c'est des champions, on nous dit des gardiens, ceux qui recherchent un truc, etc. Protéger un truc, aller jeter l'anneau dans la montagne du destin, vous voyez, hein. Et à côté, on a finalement les coins dans le wandering, et donc là c'est pareil, on est plutôt sur les routes et tout, mais on va plutôt être des mercenaires, ou alors des dungeoneers, donc des chasseurs de trésors, ou des drifters, donc des vagabonds sur la route qui essayent de s'en sortir, etc. etc. Et donc ça permet de bien cadrer le truc, et on le fait avant de choisir nos personnages, vous voyez. Donc d'abord on crée un monde, là le but c'est pas de dépeindre beaucoup de détails du monde, c'est plutôt de choisir le ton et les thèmes, quoi, ensemble. Genre, on fait un truc, monde à la Dofus, vous voyez, par exemple. Je sais pas, je connais pas bien Dofus. Un peu light fantasy, un monde très coloré, avec des animaux qui parlent, des créatures un peu loufoques, il y a des dragons, il y a des grandes entités qui ont créé le monde, qui ont disparu. La magie est vraiment omniprésente, ton léger mais des ennemis dans l'ombre, voilà, on définit un peu les grands traits comme ça, peut-être nos inspirations et tout. On va pas beaucoup plus loin dans la phase world building. Et ensuite, on enchaîne avec Fellowship. Donc là, on choisit les trucs dont on vient de parler. Et ensuite seulement, on choisit nos personnages. Donc je trouve que cette progression comme ça, elle est
intéressantes dans la création de personnages, et le concept de fellowship est très très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre que nous dit le jeu? Un de ces grands concepts, c'est la violence qui doit avoir un coût et des conséquences. Donc c'est vrai que dans un univers tel que Donjons et Dragons, alors ça veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire en jeu, mais dans Donjons et Dragons, la violence... En tout cas, le jeu est très porté action et on se pose pas trop la question des conséquences de la violence dans les conflits. Alors, ça n'empêche qu'on peut le faire dans n'importe quel jeu, en fait, dans n'importe quel jeu de rôle. Mais là, c'est un petit peu plus mis en avant, mécaniquement parlant. Et donc, il y a des mécaniques qui vont amener dans la narration peut-être un peu plus ces trucs-là. Par exemple, avec le move Threaten, donc qui est menacé. Parce que, en fait, si vous faites un 10+ sur menacé, donc menacé, c'est dès lors que vous voulez menacer quelqu'un par de la violence ouverte ou implicite pour qu'il fasse quelque chose. Et il faut que ce soit une violence que vous puissiez exercer tout de suite. Donc on parle pas de violence genre je vais aller le dire à mon père. On parle bien de lui mettre une énorme torgnole. Donc voilà, dès lors que vous menacez quelqu'un, vous faites un jet. Sur 10+, la victime est forcée de choisir entre deux choses. Soit elle se plie à ce que vous faites, à ce que vous lui demandez, pardon, et elle essaie de le faire du mieux qu'elle peut. Soit elle vous oblige à utiliser la violence en vous disant je le ferai pas tant que vous ferez pas ça. Vous voyez, genre il faudra passer sur mon corps. Si vous voulez prendre cet objet, il faudra venir le chercher. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ensuite, vous avez le choix entre hésiter ou agir. Donc, vous voyez que dans le jeu, ça veut dire que le jeu va vous demander est-ce que, maintenant que vous avez menacé la personne, vous le faites ou pas? Il y a cette question dans est-ce que tu utilises effectivement la violence? Est-ce que tu mets à exécution tes menaces ou est-ce que tu hésites? Et donc ça, le 10+, ça montre bien qu'on définit un peu le niveau de violence, par exemple, qui va devoir être atteint pour pouvoir intimider quelqu'un. Ça fait partie de la mécanique et donc ça amène le doute. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, la manière dont c'est amené, par exemple. C'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples, typiquement le fait qu'il n'y ait pas de points de vie. Vous voyez, des points de vie, enfin s'il y a des points de vie, mais voilà, c'est pas des points de vie comme on les entend, je pense pas qu'on va en parler dans cette vidéo. Il y a une sorte de forme de points de vie, mais c'est plus comme des sortes de points de chance presque qui permettent de réduire les dégâts qu'on subit. Mais et on en a genre 1. Donc on n'a pas vraiment une jauge de points de vie par exemple dans le jeu, mais on va passer par des étapes genre blessure temporaire, blessure grave, blessure mortelle, vous voyez. Et à chaque fois, on va cocher un truc dans notre feuille de personnage pour déterminer le genre de blessure qu'on a, le genre de truc. Donc ça met plus en avant les conséquences. Vous voyez, quand vous perdez des points de vie dans la fiction, ça se traduit pas toujours ça se traduit pas toujours par une description, une sorte d'effet sur la fiction, tant qu'on n'arrive pas proche des zéros et que là on commence à dire ouais là t'es vraiment blessé, etc. Là vraiment, dès que la violence, on y a recours, sur notre fiche de personnage, on va cocher des trucs qui vont décrire comment notre personnage l'a subi. Et c'est pareil pour les PNJ, etc. Je suis en train de me dire que si ça tombe, vous connaissez absolument pas les jeux Powered by the Apocalypse, dans ce cas-là, vous avez sûrement déjà quitté cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil aux vidéos que j'avais faites sur Dungeon World, sur 2D6 plus bullshit, aussi qui est mon moyen de faire une sorte de PBTA à l'arrache, comme ça. Parce qu'on va pas réexpliquer ce que c'est un jeu Powered by the Apocalypse dans cette vidéo, j'en suis désolé. Profite également pour vous dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, liker cette vidéo pour soutenir le travail qui est fourni sur cette chaîne. Si vous appréciez tout ça, vous pouvez surtout vous abonner si vous aimez le jeu de rôle, car vous aurez comme ça des petits avertissements. Mettez la cloche aussi qui vous dira quand les vidéos sortent, etc. etc. Et puis si vous voulez soutenir tout ce qui se passe sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller sur Tipeee également. Reprenons. Voilà pour ce qui était de la violence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme grand principe? On a les PJ sont les protagonistes d'une histoire émergente. Donc ça, c'est vraiment dire que c'est un truc assez character-centered, où finalement l'histoire va vraiment se construire autour des personnages. D'ailleurs, on n'arrive pas avec un scénario, on crée les personnages pendant la session 1. Tout va dépendre en fait du groupe de personnages qui est créé. Ça n'arrive pas avec une campagne qui vous dit voilà ce qu'on va jouer, etc. En plus, ça se concentre surtout sur leurs issues and doubts. Issues and doubts, donc issues, c'est un truc que la personne a envie de surmonter, par exemple le fait qu'elle se sente seule, le fait que elle ait peur de perdre quelque chose, le fait qu'elle ait le sentiment d'être impuissante, etc. On va essayer de déterminer un truc comme ça de notre personnage, un problème qu'il a, entre guillemets, à surmonter, mais un problème personnel, viscéral, et un doute. Et un doute, c'est plutôt un obstacle ou un truc qui rend difficile le fait de surmonter cette issue. Et en fait, ça va être un moyen de gagner de l'XP. Il me semble que dans Dungeon World, vous pouviez gagner de l'XP en ratant des jets de dés. Quand vous ratiez et quand vous faisiez des 6 mois, vous gagnez de l'XP. Donc là, c'est toujours pareil dans Fantasy World. Ensuite, dans Dungeon World, c'était en accomplissant certains objectifs et actions qu'on gagnait de l'XP. Et en jouant certains liens très précis entre les personnages. Là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour gagner de l'XP, ce qui fait le plus gagner d'XP, j'ai même envie de dire, c'est essayer de surmonter des obstacles personnels de notre personnage. Donc il y a vraiment un truc interne qui est encouragé, c'est de se surpasser, de faire évoluer son personnage psychiquement. C'est un moyen de le faire évoluer également mécaniquement, donc ça
encourage le fait de jouer ces combats internes du personnage. D'autres moyens de gagner de l'XP, ça va être est-ce que vous avez fait partie d'un moment mémorable, donc c'est très large, donc en général vous l'aurez, peut-être pas toujours, mais néanmoins il y a ça. Ensuite vous gagnez aussi un point d'XP si vous avez fait partie d'un moment une scène de lien. Donc vous voyez qu'on ne repousse pas complètement le truc des interactions entre les personnages aussi pour gagner de l'XP, ça fait partie du truc. Et ces scènes de lien, on va les jouer lors des rests, vous voyez. Le move repos long, entre guillemets, long rest, il nous permet de se soigner, tout ça. D'ailleurs, on regagne plus difficilement, j'ai l'impression, à voir en jeu, parce que pour l'instant, j'ai pas encore testé l'impact que ça. J'ai l'impression qu'on récupère plus difficilement de ses blessures que dans un Dungeon World ou un truc comme ça, parce qu'on n'a pas forcément plein de sorts de soins, vous voyez, de trucs comme ça. C'est aussi un autre moyen de souligner plus les conséquences de la violence, dont on parlait juste avant. Si on se soigne trop facilement, la violence a moins d'impact. Mais voilà, lorsqu'on fait un long rest, il y a d'abord une phase où on peut se soigner un peu, etc. Puis ensuite, on peut jouer des scènes de lien qui vont nous permettre de gagner de l'XP donc à la fin de la séance. Au-delà du fait de pouvoir développer sur notre passé, sur nos désirs, etc., de faire des conversations entre personnages, peut-être on s'éloigne un petit peu du camp pour aller chasser, et ça fait une scène de lien. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu du camp pour aller se laver dans une rivière. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu du camp pour aller monter en haut d'une colline et essayer de voir un peu plus loin. Il y en a deux qui s'écartent. Ou peut-être qu'on fait juste des scènes de lien où tout le monde fait le jeu de la bouteille autour du feu de camp, vous voyez. Et voilà, il y a ce moment-là dans les long rests, pas obligatoire, mais qu'on nous rappelle à chaque fois. Et puis ensuite, il y a une phase de watch, donc monter la garde, il peut se passer des trucs et tout. Et donc voilà, je commence déjà à partir dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je trouve ce move plutôt stylé. Et ensuite, un autre moyen de gagner de l'XP, comme on le disait, c'est de rater des GD. Et si on a découvert des nouvelles choses sur notre culture, sur notre espèce, sur notre personnage. Donc vraiment, c'est un jeu qui, même si il a un focus action aussi quand même et aventure, parce que c'est un jeu dramatic fantasy adventuring, il met aussi beaucoup le focus sur les personnages, sur leur débat interne et sur leur évolution. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant donc c'est aussi un jeu de fantasy. Et donc on a 4 concepts clés, vous voyez ici, qui vont un peu baliser le genre de fantasy à laquelle on joue quand même. Déjà, a priori, la magie est bien réelle, donc c'est pas dit que c'est une magie omniprésente, puissante, etc., mais c'est réel, et tout le monde peut en témoigner, voilà. C'est pas fake, quoi. La magie existe. Gods are silent, il est en gras, et ça c'est un des plus importants, je pense, du fait qu'il soit en gras. Est-ce que ça signifie que Gods are silent? Ça veut dire que il n'y a pas de dieu qui arrive et qui vous fout des miracles et d'apparition des dieux qui prouvent l'existence. Enfin, il y a forcément, comme dans un monde de fantasy, il peut y avoir des grandes entités très puissantes, des phénomènes qu'on pourrait expliquer comme étant causés par des dieux, etc. Mais de base, il n'y a pas de moyen. D'ailleurs, le prêtre, je crois, n'a pas de magie en fait en soi réellement. Il peut inspirer les gens et tout. Je sais plus trop. C'est une première lecture. On va pouvoir jouer vraiment les croyances, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme parti pris et que j'aime moins dans Shadow Dark, par exemple, parce que dans Shadow Dark, on a vraiment un prêtre qui a des sorts du sacré. Et moi, les sorts du sacré, voilà, je trouve que ça devrait être juste de la magie. Donc dans n'importe quel jeu, vous pouvez dire que c'est juste de la magie, mais là c'est vraiment le parti pris. Et donc les dieux, c'est des croyances et tout, et ça j'aime beaucoup, parce que c'est aussi un des trucs qui va permettre le développement un peu plus des personnages. Si notre personnage il peut se questionner sur l'existence des dieux, si on se demande, voilà, ça ouvre des portes philosophiques qui sont un peu fermées quand on a un monde où les dieux concrètement sont bel et bien là. Vous voyez ce que je veux dire? On est sûr que c'est eux qui ont créé le monde et tout. En tout cas, ça ouvre des possibilités qui m'intéressent plus moi. Je suis pas en train de dire que si vous jouez à un jeu avec des dieux omniprésents, c'est nul. Mais ça fit plus le genre de truc que j'aime faire moi. Est-ce que ça conditionne vraiment les règles, ces 4 trucs là? Est-ce que si on enlève, on contourne ces balises, ça casse le jeu? Ça je sais pas. Moi je vais jouer en essayant de les respecter. Ensuite, cities are rare, donc ça c'est pour, on n'est pas dans un monde moderne ou post-moderne avec des routes et où on a des villes partout, internet, etc. Non, l'armée de la ville, elle va pas intervenir pour aider le villageois du coin, ce qui est souvent une source de débat. J'ai vu récemment sur Discord des gens qui disaient ouais, mais pourquoi c'est les PJ qui font les trucs, pourquoi c'est pas l'armée du royaume qui essaie de résoudre le problème? C'est beaucoup plus difficile d'intervenir quand on n'a pas un hélicoptère, internet, des téléphones, ok? Donc ça c'est une sorte de rappel. En fait ça c'est plus lié au concept, je dirais d'ailleurs, de travel is perilous, c'est écrit ici. Et cities are rare, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits sauvages, des petits villages, et que comme les cités sont rares, il y a sûrement aussi beaucoup moins de grosses industries, et donc qu'il peut y avoir plein de ressources qui ne sont pas produites à foison, et qu'on va aller chercher dans des endroits nouveaux, etc., etc. C'est moins centralisé,
Bref. Ok, ensuite, on a les moves qui sont classés. Donc, on n'a pas énormément de moves de base. On en a 3 pour l'action. Un qui va nous permettre d'un peu tout gérer, Take Risk. Donc, on connaît, il y en a souvent un comme ça dans tous les jeux Powered by the Apocalypse. Intervene, c'est pour aider un allié ou un PNJ, ou au contraire le gêner. Sway, c'est pour négocier. Look Around, c'est pour essayer de trouver des détails autour de soi de ce qu'on voit. Read Someone, c'est la même chose, mais pour des personnages. Recall Lore, ça permet de faire émerger des informations, essayer de se souvenir de trucs, faire appel aux connaissances du personnage. Brawl, c'est le combat, mais quand l'ennemi peut riposter, donc c'est-à-dire que quand vous allez tirer à l'arc, etc., vous allez utiliser Take a Risk. Threaten, c'est la menace. Journey, c'est un move qu'on va tout de suite aller voir après, parce qu'il est très cool. Long Rest, on a déjà parlé. Restock, on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est pour recharger les batteries, entre guillemets. Epilogue, End of Session, bref. Allons voir Journey, ça c'est un peu décousu comme vidéo, j'espère que vous arrivez à suivre. Journey, c'est un move que je trouve sympa, qui a l'air un petit peu compliqué d'usage au début, parce qu'il y a quelques moves comme ça, qui sont un petit peu longs de lecture. Journey, c'est un gros pavé, mais je pense qu'une fois que tu as compris le concept, ça va assez vite. Vous voyez là, il est sur 2 pages quasiment. Mais c'est pas mal, hein. En vrai, il y a pas mal de jeux Powered by the Apocalypse qui sont encore plus... C'est souvent ce que je reproche aux jeux Powered by the Apocalypse, c'est que les mécaniques, alors que le jeu derrière va être très narratif, les mécaniques et les explications, etc., grosse majorité de la place est souvent sous forme assez rude, hein, je trouve, à la lecture. Là, c'est un peu mieux que Dungeon World, par exemple, je trouve. Mais bref. Donc, si vous vous promenez juste un peu dans tous les sens, il faut pas utiliser le move Journey. Si vous promenez dans une forêt, je sais pas quoi, un peu au pif. Non, pour faire Journey, il faut avoir une destination et savoir où on veut aller. Et en fait, ce move, il va permettre, tac, tac, de baliser un petit peu le voyage. Si le voyage est safe et qu'on n'a pas envie de le jouer, boum, on le skip. Sinon, on passe par les étapes du move Journey. Journey, ça va marcher en tour de table, où chaque PJ va avoir, à un moment donné, une sorte de focus sur lui. On va lui mettre la caméra dessus, entre guillemets, le spotlight, comme on dit dans les jeux Powered by the Apocalypse. Et donc, du coup, admettons, on commence par le joueur A. Le joueur A, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Pendant le voyage, on va lui demander d'écrire un truc. Mais c'est pas un événement, et il doit pas le mettre en contexte. Par exemple, il peut dire, on voyage, je sais pas moi, dans une forêt mystérieuse. Je lui dis, ok, tu commences par décrire un truc. Il me dit une fée qui ressemble à un papillon. Lui, il dit juste ça. Il donne pas trop de contexte et tout. Le contexte, c'est le world qui va le donner. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais dans ce jeu, le MJ, on l'appelle le monde, en fait. Donc c'est un parti pris assez intéressant parce que ça veut vraiment dire qu'il est là pour décrire le monde, les problèmes, etc. Que il est pas là pour amener l'histoire. Il est là pour amener le monde. Et donc le monde, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il va prendre ce que vient de dire ce joueur, par exemple, une petite fée qui ressemble à un papillon. Il va décrire un court événement. Par exemple, cette petite fée essaye de te voler tes affaires. Ou cette petite fée essaye de te montrer la voie. Ça peut être un truc qui aide, qui est problématique. C'est lui qui voit un peu. Lorsqu'il fait ça, il se concentre sur le PJ qui a donné l'idée. Et il doit inclure l'idée qu'a donné le PJ, vous voyez? C'est une mécanique, genre le PJ décrit un truc sans le contextualiser, le MJ le contextualise. Ensuite, on jette un jet de dés qui va nous dire qu'est-ce qui se passe ensuite par rapport à la manière dont le PJ a essayé d'interagir avec le petit événement décrit par le MJ. Suite à ça, en fonction de si on a réussi à rater et tout, le groupe dans son ensemble peut décider de soit s'arrêter à cet endroit parce qu'on considère que ça a créé un truc, soit de continuer le voyage. S'il décide de s'arrêter à cet endroit, le voyage cesse et on reprend le jeu plus classique. Si on décide de continuer le voyage, on continue le tour de table, on passe à un autre joueur et on fait la même chose avec ce joueur. Donc si vous êtes 3 joueurs, enfin 3 PJ, entre guillemets, 3 protagonistes, dans un voyage, il va y avoir 3 petits événements sur le voyage qui seront à chaque fois l'occasion de s'arrêter pour investiguer plus et ça va faire les étapes du voyage, quoi. Je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en fait ça formalise ce dont on parlait, ce dont on a pas mal parlé dans des vidéos précédentes sur l'émergence et tout, sur le fait que pendant les voyages vous pouvez inviter les joueurs à décrire des trucs, surenchérir sur ce qu'ils ont décrit et ensuite on joue des scènes ou pas. Ça permet d'avoir soit des moments un peu plus contemplatifs, anecdotiques, on montre des petits trucs sur l'univers, et si les PJ ont envie d'aller plus profondément dans les événements secondaires, on y va. Donc je trouve que c'est assez bien construit. On verra en pratique ce que ça donne, évidemment, quand je vais y jouer. Je vous ferai des retours là-dessus. Donc on a les explications assez classiques de comment ça fonctionne un jeu Powered by the Apocalypse. Je trouve qu'elles sont un peu mieux expliquées que certains jeux parce qu'elles sont un peu plus, c'est un peu plus visuel au niveau des topics, vous voyez, mais on va pas s'étendre là-dessus. Un truc que je trouve sympa, c'est ce qu'ils ont formulé comme étant la règle d'or. Et la règle d'or, c'est que c'est absolument basé sur les goûts personnels et le respect mutuel, quoi. C'est assez simple. Et c'est-à-dire que la manière dont les choses sont décrites dépend des participants. Et donc si par exemple il y a quelqu'un qui décrit des sortilèges complètement débiles ou des attaques un peu ridicules qui commencent à mettre trop d'humour alors que vous voyez un truc dark, la règle d'or dit que
on peut, ça résume bien en fait on appelle souvent le contrat social ou le fait de discuter et tout. La règle d'or, c'est que c'est ça qui prime. Et en fait, la règle d'or, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on précise bien qu'elle ne prime pas sur les règles. Elle prime sur comment on décrit les choses. C'est-à-dire que si il y a un GD qui dit que votre personnage il va tomber, que votre personnage prend une blessure, que X ou Y, la règle d'or, c'est pas si cette règle nous plaît pas, on l'applique pas, vous voyez. C'est comment on va décrire ce qui se passe. La règle d'or. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que souvent on dit voilà, il faut arbitrer, il faut pondérer, machin, truc. Non, là on vous dit les règles, on les respecte. Mais les règles ne disent pas comment on décrit les choses. Si je prends une blessure, les règles ne me disent pas quelle est la nature de ma blessure. Est-ce que c'est gore? Est-ce que mon personnage, c'est un truc qui va traîner pendant longtemps? Un truc que j'ai envie que mon personnage il ait, tout simplement. Ça, c'est la règle d'or. Le how. Comment on décrit? Comment je fais mon attaque, etc. Ça, c'est... Chacun va pouvoir participer à ça. Par contre, lorsqu'il y a un GD et qu'un move s'applique, là c'est pas à tout un chacun de dire ah non, j'ai pas envie que le GD ce soit ça, ou j'ai pas envie de rater mon GD. Non, c'est pas ça. Ça ne se discute pas vraiment. Enfin, si évidemment que tout peut se discuter, mais on nous dit qu'en gros c'est différent de la rule of cool. Vous voyez, la rule of cool, des fois c'est genre dire bah si c'est cool, c'est possible. Non, là on vous dit c'est pas parce que c'est cool que c'est possible ou que ça marche. Il y a des règles, on joue avec certaines contraintes. Par contre, on a une règle d'or qui dit qu'on peut décrire les conséquences et les manières de faire de nos personnages assez librement, et que c'est le fait que toute la table trouve ça non seulement cool, la manière dont c'est décrit, cool par rapport aux limites qu'on s'est mises un petit peu dans ce à quoi on voulait jouer. Est-ce qu'on veut jouer un jeu ultra hard, gore, un peu edgy ou est-ce qu'on veut jouer un jeu plus léger, etc. Tout ça, ça va avoir un impact sur les descriptions, sur le comment. Bref. Vous avez compris. Un autre truc que je trouve cool, c'est le concept de... je trouve que c'est assez bien expliqué. Alors peut-être qu'il y a ça dans d'autres PBTA expliqué autrement, mais là je trouve que la manière dont c'est formulé, fictional positioning qui conditionne ce qu'on peut faire ou non, je trouve que fictional positioning, c'est un bon concept pour expliquer rapidement comment ça marche. C'est-à-dire que dans un PBTA, ce qui déclenche un move, c'est la fiction, et ce qui définit ce que vous pouvez faire, est-ce que votre attaque, elle peut tuer quelqu'un ou non, etc. En fait, on n'a pas besoin d'un milliard de chiffres, vous voyez. On peut mettre... les mots, en fait, sont plus importants que les chiffres, et le fictional positioning, c'est ça. Et je trouve que c'est bien expliqué en l'occurrence, parce que dans Dungeon World, il y avait tout un topic sur est-ce que, quand je fais le move attaquer sur un dragon, je dis je frappe le dragon avec mon épée, bah, est-ce que je peux le faire, en fait? Est-ce que mon positionnement dans la fiction me permet de le faire, et juste de lui infliger des dégâts, et basta. Et il y avait pas mal d'articles qui avaient été écrits pour essayer de répondre à cette question, et qui répondaient très bien, mais... Voilà, le jeu n'était pas nécessairement très clair là-dessus. Là, c'est bien réexpliqué dans ce livre. En fait, le plus important, au-delà des règles, etc., c'est la fiction et le positionnement dans la fiction. C'est-à-dire que si j'essaye d'attaquer un dragon avec mon épée, mais que le truc a des énormes écailles, il est gigantesque et tout, je vais pas lancer les dés pour voir si j'y arrive. Je vais d'abord devoir essayer de décrire dans un premier temps, avant de pouvoir juste dire je l'attaque et je lui fais des dégâts, dans un premier temps, essayer de décrire comment j'essaie de l'atteindre. Et on va pas mettre de dégâts sur les armes, vous voyez. On va partir, entre guillemets, du bon sens, du positionnement fictionnel, de ce qu'on a décrit. Genre, j'ai une petite dague, il a des écailles épaisses. On va pas dire, cette petite dague peut transpercer les écailles épaisses, vous voyez. Si il y a un doute là-dessus, on fait un tour de table, genre en mode, est-ce que, les gars, vous pensez que la petite dague, elle peut transpercer les écailles? Mais on va pas commencer à dire, bon, bah, la petite dague, elle a un score de pénétration de X, etc., etc. Ça nous intéresse pas. Donc, bref, je trouve que l'idée de positionnement fictionnel pour conditionner ce qu'on peut faire, etc., et l'impact de ce qu'on fait, etc., c'est un bon terme et qui correspond bien à la notion de tag qu'on retrouve dans certains PBTA. On nous dit, en gros, ce qui nous permet de créer de fixer un peu le positionnement fictionnel et de se mettre d'accord sur certains trucs, ça va être les tags. Genre, par exemple, si mon épée est géante, elle est bel et bien géante, et le MJ, il peut pas ne pas prendre en compte qu'elle est géante, vous voyez. Ou plutôt le monde, the world, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Donc je trouve que c'est bien expliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un truc que j'aime bien par rapport à Dungeon World, c'est qu'on n'a pas de limite sur les races, etc. Dans Dungeon World, dans les playbooks, par exemple, je crois, un nain, il pouvait être guerrier ou prêtre, il pouvait pas être voleur ou magicien, enfin, ça c'est un peu old school, et je trouve ça... Bon, en fait, je trouve ça pas terrible, parce que ça... Alors, je pense que ça se bricole assez facilement, mais ça pouvait vite limiter... Enfin, en fait, ça vient mécaniser des trucs qu'on n'a pas forcément envie de mécaniser. Si on a envie que dans notre monde, bah, les nains, ils puissent pas être magiciens, on peut se mettre d'accord là-dessus au début. Le fait que ce soit une mécanique, que ça apparaisse sur la feuille du personnage, qu'il y a il y ait des moves associés aux combinaisons race-classe et tout, moi je trouve que c'est pas tip-top, personnellement. Et d'ailleurs, on peut aller voir un petit peu les playbooks. Parce que je parle, et c'est ça qui nous intéresse souvent quand on joue un PBTA. Donc, qu'est-ce qu'on a comme playbook? On a le captain. À chaque fois, les deux moves principaux du personnage sont ceux qui le définissent le plus. Le captain, c'est celui qui a un crew. Donc, un crew, c'est une équipe, hein, c'est des gens qui le suivent. Donc, ça peut être tout un équipage d'un bateau, une petite troupe de mercenaires, une bande de voleurs, etc., etc.
Donc c'est vraiment un personnage qui va jouer autour de sa relation avec le groupe qui mène. Ensuite, on a le Knight, donc lui c'est plutôt des valeurs, un ordre auquel il appartient, etc. C'est ça qui est au cœur du personnage. Donc vous voyez que aussi une des différences un peu avec Dungeon World, c'est que Dungeon World il reprenait vraiment les classes de donge, quoi. Enfin, il en a amené de nouvelles aussi et tout. Il y a eu pas mal d'extensions, etc., avec Class Warfare, etc., mais c'est plus des playbooks axés compétences que tropes, en fait. Là, on est plus sur des tropes que des compétences, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Même si on a aussi quand même quelques archétypes. Par exemple, le Knight, on se dit, c'est sûrement quelqu'un qui va se taper un peu quand même, vous voyez. Mais c'est pas vraiment axé sur foutre des coups. Nécessairement, vous voyez, c'est vraiment la quête, son compas moral, autorité, nanana. Donc, c'est un peu plus... à la fois, notre playbook qui va nous amener des compétences spécifiques, des endroits où on va pouvoir briller, mais aussi des tropes un peu plus de type de personnage, les endroits où ils brillent en général dans la fiction qu'on essaie d'émuler. Donc, on a le Captain, le Knight, on a le Maker, donc c'est plutôt celui qui va fabriquer des trucs. Ça peut être un alchimiste, ça peut être un mec qui fabrique des robots. Vous voyez, on propose biopunk, cyberpunk, dieselpunk, runepunk, steampunk, sur le style de trucs qu'on va fabriquer. Ensuite, on a l'occultiste, donc ça va être le magicien dans toute sa splendeur, qui va utiliser, lui, un move qui est assez intéressant. Je pense que c'est inspiré de Monster of the Week, auquel j'ai joué une seule fois, mais donc j'en ai pas la certitude. Mais où, en gros, il peut... Ça, j'aime beaucoup, on a plus les listes de sorts de Dungeon World aussi. Ça, c'est un truc qu'on dégage. Et en fait, on va plus essayer de définir un style à notre occultiste, et à chaque fois qu'il va essayer de lancer un sort, en fait, il va pouvoir... c'est plus freeform, mais il va devoir conditionner son sort. La puissance de son sort est limitée, sauf si il fait certains sacrifices, etc. Il y a une part de pondération du MJ. Par exemple, de base, si on fait de la magie de base, le move de base, et on lance un sort à 2 mètres qui dure quelques secondes, qui a un effet assez faible et qui touche une seule personne, vous voyez. Et si on décide d'ajouter des composants matériels, vocaux, somatiques, déjà, ça va nous aider à lancer plus facilement le sort, mais ça va obliger de sacrifier des composantes, de faire du bruit, de bouger. Donc il y a tout ce côté-là, on peut décider de prendre quelques contraintes pour lancer plus facilement le sort, et on peut dépenser, entre guillemets, aussi ces contraintes pour en augmenter la puissance, etc. Donc je vous fais pas tout le détail, mais voilà. Derrière, il y a d'autres moves et tout. Par exemple, on peut décider de partir sur un personnage qui subit un peu de la corruption quand il lance des sorts, donc il va pouvoir lancer des sorts plus puissants, mais fictionnellement, il va devenir de plus en plus monstrueux, et ça va avoir un impact. Le monde n'aura de cesse de vous rappeler, évidemment. Donc j'aime bien cette approche, parce que du coup on a une seule classe pour lancer toutes sortes de types de sorts. En gros, on va dire que c'est le playbook de la magie freeform, l'occultiste. Ensuite, on a le priest, donc comme je disais, je crois pas qu'il fasse vraiment de la magie. Et vous voyez, il peut faire des sortes de rituels, quoi. Et c'est pas explicite si c'est de la magie ou pas, je regarde. Voilà, il y a pas vraiment de style, genre ça vous protège, ça inspire les autres, etc. Je l'ai plus trop en tête, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Le priest, vous voyez, c'est écrit. Vous le jouez si vous voulez quelqu'un qui soit le symbole, le phare d'une philosophie, d'une religion. Vous voulez jouer quelqu'un qui a des croyances, etc. C'est pas, vous voulez utiliser la magie divine. C'est écrit nulle part, hein. Il n'y a pas magic, là, ici. Donc voilà. Ça, c'est le prêtre. Ensuite, on a le scoundrel. Donc le scoundrel, c'est pas le voleur, mais c'est le scélérat. Donc lui, c'est plutôt celui qui va trouver des informations, pouvoir entrer dans des endroits, s'échapper, utiliser du poison et tout, donc c'est un peu le voleur. Hein. Et il a un move un peu pour préparer, pour récupérer de l'info sur un endroit, un move unique à lui. Ensuite, le troubadour, je l'ai vraiment survolé, mais il me semble qu'il peut... Voilà, il choisit une forme d'art et il peut captiver un peu les gens. Donc il a quand même un petit côté magique, pour le coup, de base. Donc c'est un barde un petit peu magique à la D&D quand même. Je passe très vite fait dessus. Les derniers, je les ai vraiment survolés. Sauf le Wild Color, je crois. Donc le vétéran, lui, c'est vraiment le guerrier, pour le coup. Son move un peu, c'est d'avoir une arme longuement définir, une arme à laquelle il est très attaché, unique, etc. Et avec laquelle il va avoir une relation assez particulière. Il va pouvoir invoquer des souvenirs qu'il a eu avec cette arme, etc. Et évidemment, il peut tabasser les gens. Wild Color, ça va être une sorte de druide / chaman. Et lui, en fait, il fait des calls, il appelle les esprits, et ça va lui permettre de se métamorphoser et tout, donc c'est druide / chaman. Et du coup, ça lui donne un côté assez couteau suisse, il va pouvoir faire pas mal de choses. Donc lui, on pourrait dire que, contrairement à l'occultiste qui a une magie très freeform, lui, c'est un peu plus cadré pour rester dans les tropes vraiment de la nature. Il va pouvoir se transformer en arbre, en truc éthéré. Il peut aussi faire le doppelganger, etc. Donc c'est un truc vraiment de transformation, de se transcender à travers les esprits, leur demander des conseils, les appeler. Ensuite, on a le Wayfarer, donc lui c'est plutôt le druide. Un truc dont je suis pas du tout fan, c'est que son truc de base c'est l'Animal Companion, et j'aime pas trop. J'aurais préféré que ce soit vraiment...
il soit basé sur, dans un premier temps, le voyage, et que l'Animal Companion, ce soit un truc qu'il acquiert plus tard, plutôt qu'en faire un truc central du personnage. Parce que moi, j'ai une vision du rôdeur un peu plus, peut-être un peu plus Aragorn, je sais pas comment dire. Donc ça, voilà, je suis pas... Enfin, en soi, ça me dérange pas qu'il y ait des rôdeurs avec des animaux, vous voyez, mais je trouve que ça devrait pas être leur truc de base. Je suis un peu moins fan. Mais voilà, il va utiliser son expertise sur le terrain, la nature sauvage et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? On n'a pas de gestion de slots d'équipement, on n'a pas... Tous ces trucs-là, on les dégage. En gros, tout l'aspect tactique, tous les trucs un peu importés de Donjons Dragons, ils sont plus ou moins virés. On va gérer vraiment l'équipement de manière légère, narrative, avec quand même une jauge de ressources qu'on va pouvoir un peu dépenser pour utiliser certains effets et nous limiter dans le fait de déployer de l'équipement. Qu'est-ce que j'ai encore dans mes petites notes de trucs que je voulais dire? On va plus dans l'abstraction, plus dans le narratif, plutôt que d'essayer d'adapter Donjons Dragons, si vous voulez mon avis. On se concentre plus sur les personnages, comme on a dit, avec les issues and doubts, etc. Et un truc qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a la mécanique d'avantage-désavantage, où on jette 2d6 ou 3d6, on choisit les deux pires, les deux meilleurs. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que y a beaucoup de trucs qui nous disent vous réussissez et vous gardez un avantage pour plus tard. Et en fait, vous cumulez les avantages. Il y a plusieurs manières d'obtenir des avantages. Et en fait, vous les cumulez, genre vous mettez des petits ronds, par exemple. Genre, j'ai fait une action qui m'a donné un avantage, j'ai un allié qui m'a donné un avantage, et j'ai fait un autre truc qui m'a donné un avantage. J'ai 3 avantages sur ma fiche. En fait, tous vos avantages vont être dépensés au moment de votre prochain jet de dés. Alors, ils se cumulent pas. C'est-à-dire que si j'ai 3 avantages, je jette pas 5 dés, et je garde les 2 meilleurs. Par contre, ils annulent les désavantages. Vous voyez, dans Donjons et Dragons, normalement, vous avez un avantage ou un désavantage, et si vous avez 3 avantages et un désavantage, tout s'annule. Là, un avantage annule un désavantage. Et donc, vous pouvez comme ça, j'ai l'impression, encore une fois, on verra en jeu, un peu plus cumuler les effets d'avantage et que ça ait une utilité parce que ça va pouvoir compenser plusieurs désavantages qu'on vous imposerait plus tard. Tout se reset, avantage, désavantage, tout se reset à votre prochain jet de dés. Donc je trouve que c'est assez intéressant. À voir. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont à voir et je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai hâte de tester ce jeu. Vous me direz ce que vous en avez pensé en survolant comme ça rapidement. D'autres vidéos viendront pour en parler davantage. Normalement, je devrais y jouer assez rapidement, donc je vous dirai ce qu'il en est. J'ai hâte d'essayer parce que j'avais un peu tourné le dos à tout ce qui est... PBTA en préférant juste faire du 2d6 plus bullshit, c'est-à-dire du PBTA sans move. Là, j'ai hâte de réessayer avec des moves, voir si je préfère que mes expériences précédentes. Peut-être que ce sera pas le cas, mais que néanmoins le jeu il va m'amener des idées pour du 2d6 plus bullshit. Peut-être que ce sera le cas et que je vais reproduire l'expérience. Je pense que pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc genre sur 3-4 sessions reconductibles si ça plaît. J'ai pas envie de faire seulement 1 ou 2 sessions, vous voyez, je veux quand même tester plusieurs parties, on verra bien où ça nous mène. Ce que je trouve sympathique, c'est que le fait qu'on se base plus aussi sur les liens, etc. Je suis en train de réouvrir la vidéo, alors que j'étais en train d'aller tout doucement vers une conclusion. Un truc que je trouve sympathique et qui me donne l'impression qu'il y a plus de replayability, enfin, d'une certaine manière, avec seulement 10 playbooks, c'est que comme on va plus se concentrer justement sur les personnages, les relations, etc., que sur leurs capacités et les dangers qui surmontent réellement, je pense qu'il y a une bonne rejouabilité en prenant même le même personnage, mais de changer pas mal ses tropes en fait. En tout cas, la nature, la forme que prennent les tropes du personnage, et donc si c'est un jeu qui me plaît, potentiellement, je vais pouvoir y jouer plusieurs fois, mais je dis souvent ça et j'aime souvent tester des nouveaux trucs quand même. On verra, je vous dirai. Quoi qu'il en soit, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, et ben déjà bien joué parce que c'était vachement décousu. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à aller sur Tipeee pour soutenir, mettre une petite pièce dans la tirelire, ça fait plaisir. Venez sur Discord et on se voit très prochainement. Au revoir.